Bonjour. Good afternoon. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler... Oui, c'est en anglais. D'une maladie compliquée, inflammatoire, le syndrome de l'intestin irritable. Combien d'entre vous l'ont vu ou l'ont traité? Bon nombre d'entre vous. Bien. Nous allons rapidement voir les questions de base. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est vous donner un cadre afin de comprendre comment gérer la complexité que peut présenter le syndrome de l'intestin irritable. Voilà donc le sommaire. Nous allons parler de ce qu'est le syndrome de l'intestin irritable. Tout va bien au niveau de l'interprétation? Nous allons parler de l'incidence. Le point essentiel sera de comprendre comment faire en sorte que deux systèmes, le système digestif et tout ce qui se trouve en dehors, c'est-à-dire le système de l'intestin et extra-intestinal, et comment utiliser l'approche homéopathique globale, et je l'espère, travailler ensemble sur 3 cas. Nous allons vous montrer comment ce système peut marcher pour réfléchir à 3 cas. Parlons de la pathophysiologie. L'inflammation de l'intestin irritable, c'est une inflammation. La question de savoir qu'est-ce qui cause l'inflammation. Et c'est là où, parfois, la médecine n'a pas réussi à élucider totalement ce qui se passe. Maintenant, il y a quelques prédispositions génétiques. Bon nombre de personnes qui souffrent de ce syndrome ont des agrégations familiales. Il y a également tendance à trouver un certain nombre de juifs ashkénazes qui souffrent de cette maladie. Il y a les facteurs environnementaux, si votre régime alimentaire, également la pollution, la toxicité, et également un point important que je voudrais souligner, c'est l'infection. Lorsque les personnes ont des problèmes d'ordre digestif, il faut vraiment traiter l'intégralité du système digestif lorsqu'il y a une inflammation. Donc, on a vu cette inflammation, notamment au niveau des marqueurs, les plus importants étant les macrophages. Qu'est-ce qu'ils font? Les macrophages, je sais que c'est en anglais, ils accumulent ou font évacuer quelque chose du corps. Donc, ce sont un indice. Ensuite, nous avons marqueurs d'inflammation que l'on appelle les cytokines. C'est la façon dont les cellules communiquent et informent les autres cellules que quelque chose se passe. Ensuite, si vous pouvez tester l'inflammation, vous pouvez chercher les protéines C-réactives, lactoferrine, la calprotectine. Ce sont des biomarqueurs avancés. Tout le monde ne les a pas, mais si vous les avez, vous pouvez le montrer. Ensuite, vous ne voulez pas mélanger le syndrome de l'intestin irritable. Donc, vous cherchez toujours une maladie non inflammatoire, par exemple des conditions auto-immunes, et vous voulez toujours ne pas louper une infection, car même si l'on traite les conditions symptomatiques, l'infection sera toujours présente. Voici donc l'incidence qui augmente dans la population, à savoir de 0,37%. Maintenant, il faut distinguer sa présentation. Les deux principaux sont la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Alors, la maladie de Crohn peut avoir là partout, alors que la seconde se situe sur la partie inférieure du corps. Ensuite, il y a différents facteurs pour voir où ils se présentent, mais en général, ce ne sera pas de l'information que tout le monde va pouvoir avoir accès. C'est utile. Nous voulons savoir comment on peut trouver cela de façon clinique grâce à notre approche homéopathique. Ce que j'aimerais que vous retiriez de cette présentation, ce sont les points clés, c'est-à-dire en dehors du système intestinal, vous voulez chercher des manifestations extra-intestinales. Combien d'entre vous posent d'autres questions autres que les plaintes au niveau digestif? Tout le monde, bien sûr. Tout le monde cherche quelles sont les autres plaintes que l'on peut avoir. Donc, il faut donc s'assurer à les rechercher. Ils sont basés par hiérarchie. Bon nombre
de personnes auront des problèmes de musculo-squelettiques associés à leur système digestif. S'ils ont l'un, ils ont l'autre. L'arthrose, l'ostéoporose, la fibromyalgie dont on a parlé précédemment. Il faut vraiment faire un dépistage. Ensuite, il y a également les problèmes d'ordre dermatologique, le psoriasis et autres. Ensuite, les problèmes d'ordre pulmonaire, notamment l'asthme et la bronchite, problèmes rénaux et la suite. Au niveau du foie, il peut y avoir la primary cholangitis, donc la cholangite sclérosante primitive. Il y a vraiment des conditions très fortes au niveau. Vous pouvez avoir la pancréatite. Et dans la mesure où il y a une inflammation dans le système digestif, vous pouvez avoir une autre inflammation que l'on peut qualifier en étant auto-immune, telle que la thyroïde. Il est très commun de trouver cela dans la maladie auto-immune. Vous voyez également les changements métaboliques. Parfois, lorsqu'une personne a le MIS, vous allez trouver cette maladie et il y a souvent l'anémie qui est associée due au manque de fer. Donc, vous regardez ces maladies, elles font partie du travail et de l'image. Et je vais montrer pourquoi cela revêt cette importance. Eh bien, on veut distinguer. Regardez, vous voyez les différents médicaments et les autres points à prendre en considération. Voici comment nous allons donc le présenter. Lorsque vous voyez un patient, vous voulez toujours voir quels facteurs du système digestif sont affectés. Il y en a 5. La douleur abdominale, la diarrhée, la constipation et les sangs dans les selles et le mucus. Donc là, vous pouvez différencier vos médicaments. Il faut souligner quels points sont affectés et vous allez pouvoir trouver quels types de médicaments sont utiles. Ensuite, cherchez toujours les facteurs extra-intestinaux. Fièvre, musculo-squelettique qui est un facteur important. Ensuite, la peau, le système respiratoire, le système immunitaire, métabolisme et état hématologique, notamment l'anémie. Nous voulons isoler ces facteurs car nous allons pouvoir regarder les médicaments qui sont indiqués pour ces groupes. Alors, comment cela fonctionne-t-il? Je vais vous montrer comment. Allez, prenez l'image de votre patient, regardez les médicaments et regardez lesquels sont le mieux adaptés. C'est ce que nous faisons dans l'homéopathie. Nous relions toute l'information des patients par rapport aux médicaments et voir lesquels fonctionnent le mieux avec les patients. Ce sont les médicaments les plus importants pour tout type d'inflammation de l'intestin. Si vous avez une plainte digestive, vous voyez d'un point de vue intestinal, vous avez essentiellement les douleurs abdominales, la diarrhée et en général le sang dans les selles. Ça va être le cas de figure le plus prominent. Pas trop de systèmes extra-intestinaux prévalents. Donc, lorsque vous commencez, et tout ce que vous voyez, ce sont des plantes d'ordre digestif, pas d'autres, cherchez ces médicaments. Les deux principaux vont être l'Argenticum medicum, on a beaucoup de malfonctionnements, et le mercure, notamment lorsque vous voyez les infections. Au niveau du mercure, toutes les infections sont indiquées. Donc le mieux, c'est d'utiliser l'un de ces médicaments, donc le Mercurius corrosivus. Lorsqu'il y a un facteur respiratoire, c'est important. Si vous voyez le mucus, vous pouvez utiliser le Mercurius corrosivus. Vous pouvez avoir le Litricum acidum au niveau de sang de l'anémie, c'est le phosphorus. Donc vous comprenez comment cela fonctionne. Une partie est liée aux symptômes intestinaux et ensuite on va travailler la partie extra-intestine. Dès le début, si vous n'avez uniquement le système digestif, notamment au niveau du sang, ce sont les 5 points sur lesquels il faut se focaliser. Bien, nous allons maintenant
voir d'autres médicaments, mais revenons-en toujours à la base. Si vous avez le syndrome de l'intestin irritable, eh bien, c'est là où on a trouvé des douleurs abdominales et la fièvre ou la fièvre outre une autre condition. Nous savons que la camomilla et la synconia sont associées, donc on peut associer les deux. Et ensuite, est-ce qu'il y a la fièvre avec une douleur neuralgique? Vous pouvez utiliser l'aconitum. Bien, si vous avez des douleurs abdominales, la diarrhée, les médicaments principaux qui sont associés ici, vous voyez des problèmes musculo-squelettiques. Et en fait, c'est la plainte principale que certains peuvent avoir. Ensuite, il y a une plainte secondaire. Vous voyez qu'il y a un intestin inflammé. Et là, vous pouvez voir quelques médicaments qui peuvent être plus comprimés. Les trois premiers qui sont importants, ce sont Rostox, car nous savons que c'est important au niveau du musculo-squelettique. Nous voyons le sulfure, qui est l'un des médicaments les plus importants pour le système digestif. Et ensuite, vous avez l'iris versicolore qui traite l'intégralité du système digestif et qui gère également le problème musculo-squelettique. Et vous pouvez avoir également des plaintes digestives, mais ce sont vraiment les médicaments essentiels. Ensuite, vous pouvez avoir d'autres médicaments, notamment lorsque vous avez des problèmes tels que baptisia, douleur musculaire, raideur, douleur de la fosse, calcarea phosphoricum, il y a au niveau de la croissance, vous pouvez avoir le phosphoricum acidum dans les calculs rénaux. Ensuite, il y a un autre facteur. Qu'est-ce qui se passe si ça devient encore plus compliqué? Élargissons notre éventail. Vous avez la douleur abdominale et la diarrhée, musculo-squelettique, pulmonaire et dermatologique. Donc, cela commence à devenir un patient qui s'avère bien compliqué. Vous pouvez commencer au début avec l'argentum, mais cela ne couvre pas ces nouveaux problèmes. Vous pouvez avoir le sulfure. Ensuite, vous pouvez ajouter le naturum sulfuricum. Et ensuite, l'humidité, vous allez pouvoir associer la dulcumara. Si vous avez des problèmes au niveau de l'épaule, vous pouvez prendre la sanguinaria. Et enfin, si nous avons les mêmes conditions, c'est-à-dire le système digestif, mais sans la diarrhée, mais isolé à la peau et aux poumons, nous avons l'arsénicum album, qui est vraiment très fort au niveau de la peau, et les membranes muculaires, et ensuite la pulsatilla, que l'on prend en considération, car cela permet de maintenir les conditions dermatologiques de la peau et respiratoires. Ensuite, nous allons quitter le système respiratoire. Nous avons le symptôme extra-intestinaux et la peau. Voyons donc les médicaments. Nous avons Croton Tiglium au niveau des problèmes d'ordre digestif et au niveau du système changeant, on a le Staphysagria. Toute cette information est codifiée. Il vous suffit de trouver quelles plaintes d'ordre digestif sont adaptées et ensuite trouver les médicaments. À la fin, tout ce que nous avons, c'est un ou deux médicaments pour les douleurs abdominales. Et si vous avez du mucus, qui est une caractéristique très claire, il y a un peu de médecine qui en a. On a le Mercurus et le Culticum. Vous avez le mucus, vous pouvez ajouter Callium bichromocum. Et ensuite, si vous avez la diarrhée et la constipation, nous savons qu'on peut utiliser le carbone silicia, le magnésium ou plumbum. Et enfin, au niveau de la diarrhée et de la constipation, c'est le Nax moscata et Nax vomitum. Vous avez accès à cela dans les présentations.
Et vous pouvez maintenant travailler au niveau des cas. Et lorsque c'est un intestin inflammatoire, vous allez voir ces médicaments. And then the ainsi que tous les autres médicaments un peu plus psychotiques de nature. Une fois qu'on commence à passer en revue les différents cas, on identifie les médicaments qui correspondent à chaque condition. Et finalement, s'il s'agit tout simplement d'une douleur de digestion sans autre plainte, vous avez parcouru tous les médicaments, il reste encore le tuyau, surtout s'il y a différents symptômes, et puis Ignacia et les autres. Alors, comment appliquer cela au traitement? Il y a toujours des choix médicamenteux à faire et nous souhaitons aborder les questions logiques, puisque si on peut avoir une infection, on a déjà parlé des cibles, y compris les symptômes de l'intestin. Alors, d'autres caractéristiques qu'il faut toujours identifier. Si nous trouvons qu'il y a un facteur fonctionnel d'infection, surtout au niveau d'un virus, voilà les médicaments à peut-être choisir. Il y a le virus de l'herpès. Ils sont divisés dans 6 ou 7 différentes souches. Les types 2, 3, 4, c'est différentes maladies. Vous allez voir, c'est écrit à l'écran. Toutes ces conditions virales demandent ces médicaments selon le cible et basé également sur l'étiologie. Et si vous avez un médicament chronique à choisir, vous allez pouvoir le calculer. S'il y a les oreillons, le rougeole, pulsatilla est le choix à prendre. Et si vous savez qu'il y a un virus spécifique comme les oreillons ou le rougeole, vous savez où vous tournez. S'il y a les parasites, et moi j'adore voir les parasites chez les patients, il y a différents choix qui sont là pour nous. Le calcaire carbonica, par exemple, vous avez le choix. Et maintenant, si vous avez une condition spécifique, particulière, en suivant un traitement, vous souhaitez empêcher quelque chose, vous pouvez utiliser le leucinium pour empêcher la maladie de Lyme, le tuberculinum pour les infections à mycobactéries et le streptococcinium pour les infections à streptocoque. On va en parler plus demain. Vous le savez également, si vos patients ont été traités avec des stéroïdes ou autre chose comme cela, vous allez avoir un mode de réaction psychotique. Donc, il y a des choix pertinents à faire. On va parler d'un cas précis. On va le passer très vite en vue. Un premier cas, un patient qui a mal réagi à un vaccin. Nous savons qu'il y a certains médicaments qui stimulent une réaction très forte. Donc, quel médicament faut-il choisir pour une étiologie d'une mauvaise réaction à une vaccination? La cilicie. Donc, il y a plusieurs choix à faire. Voilà la présentation clinique. Nous avons 2 plantes digestives. On a les problèmes de peau et de la respiration. Lorsque vous avez votre graphique devant vous, et on va le passer en vue, on remonte dans nos diapos, il y avait une condition où il y avait principalement une diarrhée et les problèmes avec la peau et la respiration. Vous pouvez sélectionner pulsatilla, par exemple, ou Sénicum-album. Si c'était oreillon, rougeole, rubéole, qu'est-ce qu'il faut choisir? Est-ce que vous vous en souvenez? La pulsatilla, bien sûr. Dans ce cas, on utilise pulsatilla et pulsatilla parce qu'on parle de oreillon, rubéole et rougeole. Deuxième cas. Voilà le premier cas. Cilicia et pulsatilla. Le cas numéro 2. Nous avons des anabotiques et des stéroïdes. C'est psychotique, bien sûr. Et puis, il y a le virus Epstein-Barr. Ensuite, nous avons une douleur abdominale avec fièvre, eczéma, arthrite. C'est un patient très compliqué. Nous avons un médicament ou un groupe de médicaments que nous connaissons bien. On va repartir vers l'étiologie de ces virus. Si on a un médicament de virus qui est étiologique, puisqu'il s'agit de herpès, il y aura soit une psychotique, on peut choisir Sepia par exemple, mais voilà comment choisir. Et ce patient a présenté
un type sulfure, donc ça facilite le choix. On fait ses choix en fonction. Et voilà le dernier cas, le plus compliqué d'ailleurs. C'est un patient qui a plusieurs infections, Borrelia, maladie de Lyme, Epstein-Barr, Mycoplasme, streptocoque. Vous vous souvenez du médicament dont j'ai parlé au début pour les cas plus compliqués? Qu'est-ce que c'était? Pour le polyarthrite et les mélalgies, laryngite, c'est respiratoire, les diarrhées sanglantes et les anticorps antinucléaires positifs. Donc, si on repart à notre première graphique, je vais remonter dans mes diapos pour vous le montrer. Au début, c'est un cas très, très compliqué. On avait douleur, diarrhée, infection multiple. Quel est le meilleur médicament pour ce cas de figure? Sélectionnez le premier ou le deuxième, Mercurius. Donc, pour ce cas compliqué, il faut regarder les facteurs de digestion avec douleur, diarrhée, un peu de sang, les problèmes respiratoires également. Voilà comment il faut mener son investigation. Voilà un système que je suis en train de présenter. Vous pouvez vous y référer quand vous voulez. Donc, c'est un système assez chouette. J'espère que vous allez comprendre comment vous en servir. Il faut définir les plaintes digestives, le système intestinal, extra-intestinal, et vous allez pouvoir appliquer les bons choix. Pour conclure, l'homéopathie est merveilleuse, elle peut être très spécifique, elle peut vous aider à cibler le médicament qu'il faut pour votre patient, et c'est très économique également. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez tout compris. Meryl, tu as suscité une grande effervescence dans cette salle. Hein? Thank you. Yeah. Merci. OK. Alors, première question recueillie. Penses-tu que la colopathie fonctionnelle soit une nouvelle maladie? Il semble beaucoup plus reconnu pourtant de nos jours. Est-ce qu'on doit encore la mettre dans la catégorie de ces nouvelles maladies? Personnellement, je ne pense pas que ce soit une nouvelle maladie. Je pense que maintenant, nous avons de nouveaux tests qui prouvent qu'il y a une inflammation. Tandis qu'auparavant, les gens se fiaient aux symptômes et pouvaient imaginer que la personne a inventé ou que qu'on ne pouvait pas le prouver. Maintenant, on peut trouver et les infections et les inflammations. On peut faire les preuves. Mais non, ce n'est pas une nouvelle condition. Une question émanant de la salle. Dirais-tu que ce syndrome de l'intestin irritable a une composante psychologique? Alors, ce que nous savons, c'est que, bien sûr, le cerveau et le système digestif sont liés. Il y a le sérotonine, par exemple, qui impacte l'humeur. Lorsque l'on a un problème de digestion, physiquement, une inflammation, une infection, beaucoup de gens vont avoir une condition neurologique qui va de pair. Mais ça ne veut pas dire que c'est isolé au niveau du cerveau. Je pense qu'il y a un lien. Il faut trouver s'il y a vraiment un facteur de digestion, plutôt que de dire que c'est juste dans la tête de la personne. Parler à un moment donné de régime, de comportement alimentaire, et justement une question autour de cette notion-là. Que penses-tu des intolérances alimentaires? Et par rapport à ce que nous avons partagé ce matin, est-ce que tu penses qu'il serait intéressant de tester Arsenicum album dans le cas d'une MIS-C associée à une constipation? Superbe question. Je vois ça tout le temps, surtout chez l'enfant, mais de plus en plus chez l'adulte, même d'un certain âge. Auparavant, je testais fréquemment pour les allergies alimentaires. Et je continue à tester pour les infections, surtout au niveau de la digestion. J'ai trouvé qu'il y a une corrélation forte entre ceux qui sont allergiques à l'alimentation avec une infection non diagnostiquée, surtout un parasite. Donc, si on se débarrasse de ces parasites, beaucoup de patients vont mieux tolérer des nourritures
avec lesquels il avait des problèmes auparavant, surtout s'il y avait une réaction allergique. C'est pour cela que je ne fais pas systématiquement le lien avec l'aliment en question. J'essaie de débrasser le plancher pour voir des améliorations. Much, Mary. Thank you so much.